Le nouvel ordre mondial, ou quand on se rend compte que le monde était plus simple durant la guerre froide. Bonjour chers amateurs d'histoire. La guerre froide, on l'a vu, se termine en 1989, notamment à travers le symbole par excellence de cette fin de conflit, la chute du mur de Berlin. Suite à cela, tous les espoirs étaient permis. On parlait d'un vent de changement, le monde entier espérait une ère de paix. Pourtant, force nous est d'admettre que ça ne s'est pas passé comme ça. Personne ne peut dire franchement que le monde s'est réellement amélioré depuis la guerre froide. Certaines situations sont même pires. Que s'est-il donc passé? C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Jusqu'à la fin des années 80, les relations internationales sont profondément marquées par la bipolarisation issue de la Seconde Guerre froide, c'est-à-dire que le monde est coincé entre deux pôles, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Alors, pendant presque 50 ans durant la guerre froide, le face-à-face entre les États-Unis et l'URSS, même à l'absence d'affrontement direct, est une véritable guerre, un conflit global et mondial. Et cette guerre froide, qui imprègne autant les calculs de politique intérieure que de politique extérieure à cause de sa durée, eh bien cette guerre froide modèle pendant des décennies les réalités politiques, économiques, sociales et culturelles du monde. En fait, la guerre froide structure toute une époque. Elle est le canevas idéologique de référence qui permet de lire le monde, de le comprendre. Et durant la guerre froide, tous les pays du monde sont forcés de se définir par rapport à la logique des blocs. Mais entre 1987 et 1991, ce système bipolaire de la guerre froide disparaît. C'est alors que bien des repères, bien des stratégies politiques sont alors bouleversés. Alors, privés d'ennemis, les États-Unis, qui constituent à l'époque la seule superpuissance, doivent repenser leur politique étrangère. Dans cette foulée, dès 1991, le président américain George Bush, le père de George W. Bush, assigne à son pays une tâche ambitieuse, refonder un nouvel ordre mondial sur des bases plus conformes aux principes et aux valeurs de la démocratie. A new world order can emerge, a new era. Freer from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, and more secure in the quest for peace. Mais ce n'est pas exactement ce qui va se passer. De nos jours, les politologues et les historiens cherchent activement à comprendre ce monde de l'après-guerre froide et cherchent aussi à trouver quel ordre mondial, quel nouvel ordre régit les relations internationales. Mais c'est loin d'être facile. Depuis la fin de la guerre froide, c'est plutôt le désordre, l'instabilité, la complexité qui semble régner en maître sur une planète qui reste divisée sans qu'apparaissent des recompositions géopolitiques stables. À bien y penser, l'équilibre ancien, celui de la guerre froide, était somme toute rassurant, car il rendait le monde compréhensible. La logique dominante était une logique bien connue, celle qui voyait s'affronter deux systèmes ennemis. Alors, l'effondrement de l'URSS a été ressenti comme brutal, car il était largement inattendu. Cela dit, cette chute a suscité des espoirs de paix. Pourtant, ce qu'on constate de nos jours, c'est que la disparition du bloc soviétique n'a conduit ni à un renforcement de la sécurité internationale, ni au triomphe de la paix. C'est alors que pour beaucoup d'experts, la complexité, voire même le chaos, l'a emporté par la suite. Il faut dire que la division en deux blocs avait quelque chose de simple, dans le sens qu'elle permettait d'analyser la plupart des conflits et des événements et de séparer presque tous les États en deux catégories. Est-ce qu'on était à l'Est ou à l'Ouest? Est-ce qu'on était communiste ou capitaliste? Mais cette division, relativement simple, a cédé la place à des recompositions beaucoup plus complexes et difficiles à expliquer. En fait, les politologues et les historiens ont du mal à s'y retrouver de nos jours.
Une première interrogation s'impose. Vit-on dans un monde unipolaire ou dans un monde multipolaire? Cette question a longtemps divisé les historiens et les spécialistes de sciences politiques, et le débat n'est pas terminé. Alors, pour certains, au lendemain de la chute de l'URSS en 1991, le monde est devenu unipolaire, avec un seul pôle, les États-Unis. Les États-Unis qui occupent à ce moment-là une place prépondérante et qui détiennent une puissance sans égale qui se concrétise par un rôle de gendarme de la planète. Et cette position s'expliquerait par le fait que l'Amérique était la seule puissance globale après la disparition de son principal concurrent, l'URSS. À partir des années 90, en effet, les États-Unis connaissent un essor économique, du moins en apparence, et une expansion stratégique spectaculaire, tandis que les autres puissances éprouvent des difficultés. Le Japon des années 90 subit notamment le contre-coup de la crise asiatique. L'Allemagne de la même époque est aux prises avec la réunification allemande, qui est loin d'être facile. Et dans le même temps, l'Union européenne ne parvient pas à se mettre d'accord ni sur une politique étrangère commune, ni sur une armée commune. Et dans ce cas-ci, ça n'a pas beaucoup changé. Alors, aucun pays dans le monde, dans les années 90, n'est donc capable de remettre en cause la domination des États-Unis, notamment sur le plan militaire. Mais il se pourrait que ce monde s'en aille de plus en plus vers la multipolarité. On constate en effet les fragilités du leadership américain dans un monde qui, depuis les années 80, voit la montée en puissance de la Chine alors que l'économie états-unienne connaît des ratés. Les États-Unis sont en perte d'influence depuis la chute du mur de Berlin et on ne sait pas encore si ce déclin est irréversible. Et la tendance à l'unilatéralisme que l'administration de George W. Bush puis celle de Donald Trump ont affirmé partout dans le monde, eh bien cet unilatéralisme pourrait être une activité de compensation permettant de masquer une perte de puissance qui serait d'abord d'ordre économique. Autrement dit, la présidence américaine souvent essaie de donner le change en prenant un ton autoritaire, mais dans le fond, elle se sent de plus en plus petite. Mais pour bien mesurer le degré de puissance des États-Unis, il faudrait d'abord dresser un état des lieux du monde depuis la fin de la guerre froide. Aux côtés des États-Unis, il y a trois puissances qui méritent d'être mentionnées comme rivales potentielles dans le grand concert des nations: la Russie, l'Union européenne et la Chine. On l'a vu précédemment, la Russie a connu des moments difficiles avec la dissolution du bloc de l'Est. La Russie des années 90 a d'abord vécu une période d'affaiblissement dramatique en raison de l'incapacité du nouveau régime présidentiel à asseoir sa légitimité et ainsi assurer sa permanence. Mais l'arrivée de Vladimir Poutine à la présidence en 2000 coïncide avec un vigoureux redressement de la Russie. Une fois au pouvoir, ce politicien habile et ambitieux entreprend une série de réformes visant à stabiliser l'État russe et à lui redonner un rôle d'envergure sur la scène internationale. Il sert en même temps sa propre cause, car il s'assure par la même occasion de rester solidement au pouvoir, notamment en contrôlant le processus électoral. Et on assiste sous sa présidence à un redressement de l'économie russe, notamment grâce à l'exploitation des hydrocarbures dont la Russie est abondamment pourvue et qui sont en hausse au début des années 2000. Et tout cela occasionne en Russie une hausse substantielle du niveau de vie, notamment avec le revenu moyen des citoyens russes qui va tripler carrément entre 2000 et 2006. On comprendra que tout ça va contribuer à rendre Poutine extrêmement populaire auprès de ses concitoyens. Malheureusement, Poutine en profite pour adopter un comportement autocratique, notamment en procédant à la fermeture des journaux et des chaînes de télévision qui sont trop critiques à l'égard de son gouvernement. Il trouve également un stratagème pour revenir à la présidence, même s'il était censé être limité à seulement 2 mandats présidentiels au début, selon la constitution de son propre pays. Donc, autrement dit, Poutine devient l'homme fort de la Russie et devient absolument indélogeable. Évidemment, fort de ses succès en politique interne, Poutine redresse aussi la politique internationale de la Russie. Alors, il augmente le budget de l'armée et il procède à une modernisation de l'équipement militaire. Et il affiche également une grande méfiance face à l'Occident et à l'OTAN, ses ennemis de jadis. Et il profite également de sa position dominante au niveau local pour mettre au pas d'anciens pays membres de l'URSS qui commencent à vouloir vivre un peu trop leur belle vie. Alors donc, il va procéder notamment par des interventions militaires en Géorgie et en Ukraine. Alors, l'Europe de l'Est a de plus en plus intérêt à collaborer avec l'intimidant géant russe. D'autre part, on accuse fréquemment le gouvernement russe de procéder à des cyberattaques contre ses adversaires et à intervenir dans les processus électoraux étrangers.
L'élection de Trump en 2016 n'en est qu'un exemple. Cela dit, malgré l'état de puissance du dirigeant Poutine, le bilan de la Nouvelle-Russie reste malgré tout mitigé, parce que même si ce pays demeure une puissance incontournable, la chute du prix du pétrole et la crise de 2008 lui ont fait très mal récemment. Et d'autre part, l'immense concentration de la richesse entre quelques mains en Russie, en plus du haut niveau de corruption, sans oublier les nombreux opposants qui sont réduits au silence par la manière forte de Poutine, tout ça mine actuellement la crédibilité morale de la Russie sur la scène internationale. Ainsi, isolée diplomatiquement et fragile économiquement, la Russie ne manquera pas de défis dans les années à venir. Et surtout, la Russie n'est plus une superpuissance, c'est surtout une puissance locale qui ne peut réellement rivaliser avec les États-Unis ou la Chine. Après la guerre froide, l'Union européenne, qui était depuis longtemps en gestation, notamment avec le marché commun, prend véritablement son envol. Malgré certaines réticences dans l'opinion publique au Danemark et aussi en France, les demandes d'adhésion à l'Union européenne continuent de se multiplier. On passe de 15 membres en 1995 à 27 membres en 2007. Et on adopte également une monnaie unique, l'euro, en 1999. Mais cette multiplication des pays membres contribue aussi à complexifier la bonne marche des institutions qui ont été mises en place au début pour seulement 6 pays. Une fois qu'on est 27, ça devient beaucoup plus compliqué. Par exemple, le projet d'une constitution européenne va être rejeté par certains pays. Et d'autre part, la crise économique de 2008 va montrer la précarité financière de plusieurs membres de l'Europe, comme l'Italie, l'Espagne ou plus tard la Grèce. Et tout ça va mener à une crise de la dette. Et ça occasionne aussi une division entre les pays du Nord, comme la France et l'Allemagne, et les pays du Sud, comme l'Italie et la Grèce. En effet, en Union européenne, au moment de la crise, les pays du Nord, qui sont plus riches, ont l'impression de payer pour les problèmes économiques des pays qui gèrent leur économie avec moins de rigueur, du moins selon leur avis. Alors que les pays moins prospères voient les ingérences des pays plus riches comme une atteinte à leur souveraineté nationale, car la France et l'Allemagne sont des donneurs de leçons à leur avis, alors ils leur disent comment rationaliser leurs dépenses. Ça passe très mal du côté des Espagnols, du côté des Grecs. On assiste alors, dans plusieurs populations européennes, à une remise en question, une remise en cause de l'Union européenne, qui est perçue comme lointaine, détachée des intérêts locaux, et on privilégie de plus en plus un cadre national qui est plus proche des intérêts locaux des gens. Alors donc, il y a une tendance à rejeter le modèle européen dans beaucoup de pays, chez une partie importante, de plus en plus importante, de la population. Et autre sujet irritant, cette fois-ci pour l'Europe de l'Ouest, comme le niveau de vie est plus bas en Europe de l'Est, on se rappelle pourquoi, et que les salaires sont plus bas aussi en Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest voit ses emplois se déplacer vers l'Est à travers des délocalisations d'entreprises, ce qui augmente le chômage. En effet, les entreprises d'Europe de l'Ouest se disent que vaut mieux déménager en Europe de l'Est parce que les salaires ils sont plus bas, ça va leur coûter moins cher, etc. Et forcément, le chômage augmente en Europe de l'Ouest, qui, évidemment, va choquer les gens qui sont déjà sceptiques par rapport à l'Union européenne. Et donc, ce genre de phénomène contribuera à la montée du populisme eurosceptique. D'autres éléments entrent dans l'actualité, comme l'augmentation de l'immigration, qui est souvent clandestine et légale, cette immigration qui vient souvent de l'Afrique et du Moyen-Orient, tout ça amène de nombreux débats. On remet en cause à plusieurs endroits les politiques migratoires et on remet en cause aussi la liberté de mouvement à l'intérieur de l'Union. Et plusieurs s'inquiètent aussi de l'augmentation du nombre de migrants. On a peur aussi que l'arrivée de migrants augmente le nombre de cas de terrorisme. En plusieurs endroits, on commence à dénoncer l'Union européenne et on commence à réclamer aussi plus de souveraineté nationale pour, notamment, mieux contrôler l'économie et l'immigration. Et c'est dans cette perspective-là que le Royaume-Uni a voté pour le Brexit en 2016. Et donc, le Royaume-Uni s'est séparé de l'Europe à partir de 2020. Donc, c'est en 2020 que cette séparation est devenue effective. Bref, alors que l'Union européenne pouvait laisser croire que celle-ci pourrait devenir une rivale des États-Unis avec le temps, quelques années après, on se rend compte qu'elle reste désunie et qu'elle tarde à se trouver une réelle identité. Donc, ce n'est pas exactement une rivale des États-Unis, c'est une puissance incontournable, mais qui a encore bien des problèmes à régler.
Personne ne doute de nos jours de l'immense puissance de la Chine. Donc, actuellement, la Chine est un pays incontournable. Cela dit, il faut savoir qu'elle revient de loin. Alors donc, on a vu à quel point c'était un géant à genoux durant le 19e siècle et même après la révolution communiste de Mao, la Chine va rester quand même un pays en retard sur les pays développés, les pays occidentaux. Mais éventuellement, la Chine va moderniser son économie à l'aide de réformes durant les années 70. Et à partir de là, elle connaît une croissance économique sans précédent dans les années qui suivent, au point de devenir la deuxième économie du monde en 2017 et l'un des États les plus influents, malgré un revenu par capita très faible. En fait, la Chine s'est particulièrement développée depuis la fin des années 80 lorsque le Parti communiste chinois a résolument orienté l'économie du pays vers l'exportation, comme l'ont fait auparavant d'autres pays émergents de la région, comme le Japon, Taïwan et la Corée. Alors, la Chine emboîte le pas du Japon pour essayer de se lancer dans l'exportation. Et ça va très bien lui réussir. Cette politique, en fait, se traduit par une forte croissance du PIB de la Chine qui va passer en 1991 de 383 milliards à 11 200 milliards en 2016. Alors donc, c'est une montée spectaculaire de la Chine sur l'échiquier économique mondial. Et tout ça va occasionner une implication de plus en plus forte de la Chine dans les différents organismes internationaux. Elle adhère à l'OMC, l'Office mondial du commerce, en 2001, et elle va signer de nombreuses ententes économiques avec plusieurs pays dans ces années-là. Et au travers de tout ça, la Chine s'affirme de plus en plus sur la scène internationale. Elle joue un rôle accru à l'ONU et elle ne se contente plus d'un rôle passif au Conseil de sécurité. Et c'est même elle qui fournit le plus de troupes dans les opérations de maintien de la paix. Alors donc, la Chine revient de loin et elle est maintenant présente partout. Et elle en profite aussi pour moderniser son armée, délaissant la quantité pour favoriser la qualité, notamment en augmentant ses forces de l'air et ses forces de mer. Ce qui montre une certaine ambition. Donc, son ambition plus grande est extrêmement visible à partir de là. Après avoir rapatrié pacifiquement Hong Kong et Macao, elle augmente la pression sur Taïwan qu'elle estime comme faisant partie de son territoire. Et aussi, elle montre sa volonté de contrôler la mer de Chine. Et au niveau économique, elle est aussi quelque peu impérialiste. Elle multiplie les investissements massifs à l'étranger et elle augmente du fait même son influence à travers le monde. Mais la Chine, malgré sa puissance montante, n'est pas sans faiblesse. La crise de 2008 a démontré sa dépendance à l'égard des marchés internationaux et, d'autre part, elle manque d'alliés fiables. En outre, la Chine connaît de grands défis intérieurs, avec notamment l'inégalité dans son développement. Il faut savoir que ces zones côtières sont bien davantage industrialisées et reliées au reste du monde, alors que l'intérieur des terres est beaucoup moins développé et beaucoup plus pauvre. Il faut mentionner aussi les grandes inégalités socio-économiques au sein du pays et la corruption qui occasionnent des émeutes et des manifestations qui sont en hausse et qui sont matées sans douceur. En fait, depuis le massacre de la place Tiananmen en 1989, le Parti communiste chinois resserre son emprise sur la population, notamment, de nos jours, par le contrôle des médias sociaux. Ainsi, de façon générale, le Parti communiste chinois est beaucoup plus raide et contrôlant qu'auparavant. Il veut éviter de voir des réformes sociales menées à la fin du communisme, ce qui donne un climat social extrêmement lourd. On se cache évidemment quand on critique le régime. Néanmoins, les mécontentements sont vraisemblablement nombreux en Chine et ça peut contribuer à fragiliser la solidité de la Chine. Ainsi, comme on peut le voir, la Russie, l'Union européenne et la Chine peuvent se poser comme rivales des États-Unis, mais pas exactement sur le même pied, du moins dans le cas des deux premières puissances. Pour ce qui est de la Chine, celle-ci se rapproche de plus en plus des États-Unis, du moins économiquement, mais diplomatiquement et militairement, l'écart demeure important. Cela dit, il devient de plus en plus difficile de parler d'un monde unipolaire gravitant autour des États-Unis. Ceux-ci ne sont plus aussi dominants qu'ils l'ont déjà été.